qui va nous parler d'une étudiante qui, elle, a un creux dans ses finances. Ça fait réagir, là, notamment à cause de ces articles dans le Journal de Montréal qui traitent d'endettement étudiant. Et on donne l'exemple d'une étudiante en droit qui a accumulé 93 000 de dette. Et on parle dans un Quand autre même. Oui, on parle dans un autre article d'endettement des étudiants après leurs études. Ce n'est pas surprenant. En janvier, on disait dette d'études et perte d'emploi, un cocktail explosif. Donc, c'est un sujet qui revient toujours, qui est d'actualité. Et c'est difficile de comparer les époques. Nous, autour de la table, on est quand même plus âgés. Si on exclut Julien, on a plus 30 ans. Là, C'est une pente glissante. On en a vécu notre époque d'études et disons-le, c'était moins cher le coût de la vie. Alors, je suis allé comparer parce qu'on a notre billet personnel. Donc, si on retourne en 98-99 comme moi et qu'on payait à peu près 600 620 pour un appartement, divisé à 2 ou 3, dépendant si on couchait dans le salon ou pas, aujourd'hui, l'équivalent, selon la Banque du Canada, le calculateur, on est à 1104 Donc, évidemment, c'est un appartement de début à l'époque, de base, mais on voit qu'on atteint quand même des montants d'aujourd'hui. Par contre, au niveau de la technologie, mon ordinateur m'avait coûté 3 000 et ça équivaut en dollars d'aujourd'hui peut-être plus 5 900. Donc, ils ont un avantage technologique, mais ils perdent au niveau du coût de la vie. Mais allons sur d'autres flancs. Parlons de la faillite, parce que des gens se disent « Ah, ils ont juste à faire faillite s'ils ont trop de dettes ». Sachez que la Cour suprême, le mois dernier, a rendu un jugement pour déterminer qu'on peut faire faillite, oui, comme étudiant 7 ans après la fin des études, mais il n'y peut y avoir qu'une date de fin d'études. Parce qu'il y a des gens qui disaient « Ah, j'ai étudié à plusieurs périodes de ma vie. La dernière fois que j'ai demandé un prêt étudiant, c'était en telle année, donc c'est la date de fin d'études de ce diplôme-là. » Et là, on a décidé que non, c'était le dernier jour d'inscription d'un étudiant. Donc, si vous avez de longues études, bien, sachez qu'on peut se libérer de ça par faillite, mais 7 ans après. Et donc, on peut pas... 7 ans après la dernière date. Exact. Donc, ça peut nous amener, là, si on loin. fait des études supérieures, post, là, ça nous amène loin, oui. On est rendu mi-trentaine dans certains cas. Là. Tout à fait. C'est pour décourager, évidemment, les faillites stratégiques. C'est pour réduire le coût du gouvernement, assurer la pérennité des systèmes et, évidemment, pas faire en sorte que les emprunteurs futurs disent bien, on est pénalisé par les emprunteurs passés qui ont joué avec le système et qui, dans le fond, augmentent le coût des études pour tout le monde. Maintenant, il y a des choses qui n'existaient pas il y a 25 ans maintenant qui s'appellent la remise, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un rabais de 15 de vos dettes d'études, dettes gouvernementales, évidemment, pas les dettes contractées auprès de votre institution financière. Si vous avez eu droit au programme de prêts et bourses pour chaque année d'attribution de vos études et que vous finissez dans les délais prévus. Donc, pour un étudiant qui a beaucoup de besoins financiers, qui utilise fortement le système du gouvernement, il peut avoir une remise de 15 sur ses dettes s'il termine dans les temps, évidemment, ce qui n'est pas évident toujours. Bon, c'est un bon coup de pouce quand même. Quand même. Au niveau du remboursement du prêt étudiant, sachez que le taux d'endettement, présentement, il est à 5,45 une fois qu'on a terminé nos études. Mais c'est pas tout de suite, c'est pas le lendemain que vous finissez vos études, là, vous payez. C'est 6 mois après la fin, vous commencez à payer, soit parce que vous avez contacté votre institution financière pour commencer à payer ou qu'elle vous contacte, elle, en premier. Il y a un crédit d'impôt, sachez-le, au niveau fédéral et provincial de 15 et 20 qui réduit le coût de la dette d'études, mais juste la dette d'études, évidemment, contactée auprès du gouvernement. Si vous avez une incapacité de payer, vous pouvez différer des fois pendant 6 mois vos paiements sous certaines conditions. Et si jamais vous tombez dans le secteur du recouvrement du gouvernement, bien, faites attention parce que vous n'aurez plus droit aux prêts études, évidemment. Là, je vous amène au niveau de la banque. Il y a plusieurs banques qui offrent des prêts étudiants. Je dis aux étudiants, attention, c'est alléchant, mais la banque n'a pas le cœur sur la main comme le gouvernement. La banque va dire... Oui, vous êtes étudiant, donc on vous permet de ne pas rembourser le capital immédiatement, mais on va commencer à faire courir les intérêts. Vous devez les payer, vous remboursez le capital une fois les études terminées. Maintenant, le coût de ces dettes-là, bien, ça devient à la fin des études une forme de dette personnelle. Et là, la banque va vous prêter un montant durant vos études en fonction de votre rentabilité. Alors, contrairement à vous comme étudiant, la banque va faire une valeur actuelle nette. Si, par exemple, Hugo vient à la banque puis il veut étudier, il me dit « Je veux étudier en journalisme ». Ah, la banque va dire, OK, journaliste, possibilité d'emploi, mais c'est moins intéressant qu'un ingénieur, moins intéressant qu'un médecin, qu'un dentiste. Intéressant, là, c'est une façon de parler. parler. C'est ça, là. Moi, c'est moins intéressant financièrement. On pourrait débattre longtemps de ça, là. Alors, la banque va dire, si vous êtes médecin, vous êtes en médecine dentaire, en pharmacie, en optométrie, en médecine vétérinaire, en médecine pédiatrique ou en chiropraticien ou en génie, quelque chose du genre, bien, on va vous donner des avantages que les autres n'ont pas.
parce qu'on juge que vous êtes une clientèle premium et vous êtes une clientèle plus intéressante. Donc, on va vous permettre de reporter les intérêts après vos études. Alors qu'un étudiant en journalisme, c'est un petit peu plus risqué. Donc, on va lui demander de payer les intérêts sur les prêts étudiants bancaires au fur et à mesure qu'on contracte une dette. Non, ouais. Oui, c'est comme ça, hein, c'est la vie. D'ailleurs, le gouvernement... OK, fait qu'on pénalise l'étudiant qui est est pas de rentable. moins belle selon Ben, il met tout à la banque. statistiques, ou en tout cas, le portrait général, là, de moins belles perspectives d'avenir. Le banquier, là, c'est une gestion de risque. Il voit ça dans son bureau puis il se dit quel genre de flux monétaire futur ça représente cette personne-là. C'est pas ça. Quand on regarde les pubs à la TV, ça n'a pas l'air de ça. Non, c'est votre intérêt qui compte, mais qui compte pour nous. C'est vos projets, voilà. La famille. Venez nous voir. Hein? Dites-vous que c'est très rare à la banque, Patrick, qu'on vous prête un parapluie quand il pleut. Ça, c'est vrai. C'est très bien résumé. Par contre, pour faire un petit jeu de mots, on va vous faire une hypothèque parapluie. Pour les connaisseurs. Mais au niveau du taux d'intérêt maintenant, bonne nouvelle pour les étudiants qui finissent leurs études présentement. Sachez que depuis 2 ans, le taux de remboursement, le taux d'intérêt chargé sur une dette étudiante du gouvernement, une fois les études terminées, est passé de 10 à 8 Moi, j'essaie de trouver du soleil, un peu comme Mme Mera ces temps-ci, il fait moins beau. Mais quand même, là, tout ça mis ensemble, ça veut dire que ça coûte assez cher. Là. Mais là, On parle d'un endettement. Je veux dire, donc, il ne faut pas se surprendre tant que ça du 93 000 évoqué dans l'exemple de l'étudiante en droit. Là. Surtout si l'étudiante en droit est autosuffisante, qu'elle doit se payer un appartement, que ses parents ne l'aident pas, qu'elle doit payer un... Oui, c'est ça. On n'a pas tous les détails de sa vie. Là, on sait qu'elle est rendue au barreau. Là. On sait que ça coûte cher. Maintenant, je vais vous parler du vrai coût. Le coût qui fait le plus mal. Celui qui va détruire la vie financière des étudiants. Ce n'est pas la dette. C'est ce à quoi cet étudiant-là renonce en sortant des études. C'est-à-dire, si on passe des années à payer une dette de 30, 40 000, 50 000, 90 000, ça veut dire qu'on ne fait rien d'autre. Ça veut dire que pendant ce temps-là, notre voisin, lui, il a son CELI qui peut se remplir parce qu'il était chez ses parents pendant ses études. Son REER, il a accès au RAP, il a accès au CELIAP. Donc, non seulement, comme étudiant, je catapulte ma vie financière à payer des dettes pendant 7, 8, 10 ans, de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui, lui ou elle, profite des avantages fiscaux du gouvernement pour se bâtir un patrimoine. Donc, à 30 ans, 35 ans... Une sorte de double écart. Là. Double écart. Donc, la pauvreté ou le manque d'accès aux études, c'est pas juste de ne pas se faire financer ses études. C'est d'avoir une dette d'études qui plombe la vie financière. Parce que la vie financière se bâtit entre 20 et 35 ans. Si vous passez de 20 à 35 ans à payer des dettes d'études, sans être capable d'investir, sans être capable de profiter des leviers du gouvernement, pendant que les gens de familles plus aisées, eux, profitent de ça, votre valeur actuelle nette de votre emploi est encore plus plombée. Donc, non seulement Attendez, êtes-vous en train de me dire qu'il est trop tard? Moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'ai 55. Vous avez commencé il n'y a pas longtemps à faire de l'argent ou à travailler? À penser à mettre... à votre avenir. Oui, c'est ça, là. À essayer de motiver l'écureuil en moi. Comme dirait Paul-Antoine Jeté moi-même, on ne fait pas de la magie, on fait de la finance. Alors, tout ce que je vous dirais, si vous êtes parent, grand-parent, encore une fois, où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Si on met quelqu'un au monde, il faut l'écouter et il vous dit REEE si vous êtes capable. Donc, c'est ça que je vous dirais. Ah là là. Pierre-Yves, toujours un plaisir. On remet ça demain. Un plaisir coupable. Salut.